Salutations tête de naze, aujourd'hui, petite vidéo, comme ça, au débeauté, pour parler d'un truc, parce que là c'est fini de déconner là, ça fait longtemps qu'on l'attend, il est sorti il y a quelques semaines de ça, Berserk tome 39, hein, et comme je le dis souvent, Berserk c'est la vie, Berserk c'est la vie, il y en a qui disent oh c'est pas Dragon Ball la vie, Dragon Ball c'est la vie, mais Berserk aussi c'est la vie, voilà, si c'est essentiel à mon développement personnel, c'est la vie, Berserk voilà c'est... Berserk quoi. Ce tome 39 était foutrement attendu, à plus d'un titre, et l'attente valait le coup parce que ce tome est très bon, aussi bien graphiquement normal avec Berserk, même si on va faire un petit point graphisme 5 minutes sur Berserk, mais l'histoire, voilà, on arrive à un tournant, à la croisée des chemins. Casca va-t-elle être soignée ou pas? C'est la question. C'est la grande question, et puis on arrive enfin au royaume des elfes. Là, ça devient super intéressant, parce que Berserk, jusqu'à présent, c'était l'enfer sur Terre. C'était l'enfer sur Terre. Même avant même qu'il y ait un petit point de fantastique qui se pointe dans l'histoire, avec l'âge d'or, tout ça, c'était l'enfer sur Terre. C'était la guerre, c'était la gadoue, c'était la misère, c'était la maladie, c'était la peste, c'est tout ce que tu voulais, mais c'était pas la féerie, c'était pas l'enchantement. Et même quand le fantastique s'est pointé, c'était pas du gentil fantastique, parce que à part Puck, toutes les bestioles qu'on a croisées, c'était des putains de monstres vicieux, mon gars. Hein, les trolls qui violent des gonzesses dans les caves, des trucs comme ça. L'univers de Berserk, il faisait pas rêver. Il faisait pas rêver, c'était un cauchemar ambulant, le bordel. Et Guts, Gatsu, tu dis comme tu veux, il évolue au travers de ce cauchemar. Et là, pour une fois, on arrive dans un véritable endroit féerique où il y a de la beauté, de la splendeur, même de l'enchantement dans l'univers de Berserk. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans Berserk avant, même si ça commençait à arriver avec le début de l'arc Fantasia avec Griffiths, mais Griffiths, on sentait bien qu'il y avait une quenouille quelque part. Tu vois, c'est Falconia, la cité magnifique, c'était beau, mais tu sais que derrière il y avait de la merde. Alors que là, bah t'as vraiment l'impression d'être dans un espèce de monde de Walt Disney sans être vraiment de Walt Disney, parce que il y a quand même eu un peu de bagarre, un peu de monstres, mais c'était du monstre stylé, franchement, c'était... Jusqu'à présent, dans les monstres de Berserk, tu flippais devant, et là, les monstres qu'il y a sur l'île des Fées, tu restes presque en admiration devant. Genre le Wickerman, bon, c'est un gros mec en feu avec des cadavres dedans, mais il y avait un petit côté majestueux dans le bordel. Vraiment, c'était vraiment de l'enchantement, c'est vraiment stylé, et ça montre vraiment un tournant dans l'histoire de Berserk, parce qu'on montre un endroit qu'on n'avait jamais vu, on se dit que Guts, comment Guts peut évoluer dans un univers aussi lumineux, alors qu'il a vu il a vu la pire merde de ce monde, il a vu l'enfer littéralement, et il évolue là maintenant, et ça se sent dans le personnage. Le Guts ici, on n'a plus le mec foudrage, on a un mec qui semble apaisé. Est-ce que c'est l'endroit qui fait ça? Je sais pas. Un mec apaisé, soulagé, presque heureux d'avoir de nouveau des camarades. Et je suis content parce que l'histoire suit un peu ce que j'avais dit à l'époque. J'avais parlé du tome, je sais plus lequel, où on parlait, justement, oui, j'avais fait un édito sur Berserk. Est-ce que Berserk c'était mieux avant? Où je parlais de ça, justement. Que c'était logique que Guts, fallait qu'il revienne. Il était tellement allé au fond du trou qu'il fallait qu'il revienne à un moment dans un espace lumineux, qu'on changeait un peu de registre dans Berserk, on était plus dans une espèce de high fantasy un peu hardcore avec des trucs, et on est toujours dans ce domaine-là, sauf qu'on rajoute un peu de la féerie, de l'enchantement, tout ça, mais il fallait que Guts, à un moment donné, bascule du côté de la lumière, pour que sa quête ait un sens, finalement. Pour que sa quête soit pas juste... C'est pas juste de la vengeance, c'est pour que maintenant il ait aussi quelque chose de bien à protéger dans ce monde-là. Parce que jusqu'à présent, il se battait surtout pour lui, par vengeance, et aussi pour Casca. Et là, je pense qu'en voyant qu'il existe cette beauté-là aussi dans le monde dans lequel il évolue, il va avoir envie de se battre pour ça aussi. En tout cas, j'espère, parce que il le dit lui-même, il y a un moment, une des meilleures scènes du tome, c'est quand Guts, il parle avec Serpico et le capitaine des pirates. Il dit, voilà, je suis apaisé, j'ai des camarades, je commence à croire qu'il y a vraiment quelque chose qui va le coup de se battre dans ce monde, quoi. C'est puissant qu'on voit ça de Guts, après tout ce qu'il a traversé, le Guts même quand il utilise l'armure de Berserk, le mec il devient fou, genre, j'en ai rien à foutre de crever, je veux buter mon adversaire. Il se passe vraiment quelque chose d'énorme dans Berserk, c'est un tournant. C'est un tournant, mais il faut pas croire que ça va durer aussi, parce qu'on est dans Berserk malgré tout. Hein, si le titre si ça s'appelle Berserk, c'est pas pour rien. La dernière fois que Guts a été heureux comme ça, juste après, il y a eu la pire merde qui lui est jamais arrivée, tu vois. Et je pense que ça pointe encore le bout de son nez. J'espère vraiment, par contre, que l'île des fées, je veux dire des elfes, c'est vraiment un endroit bien et pas un endroit plein de saloperies derrière, même s'il y a sûrement une face sombre, une dualité. Il y a une face sombre, forcément, sur le désert, mais j'espère qu'elle n'est pas si sombre que ça, parce que même Falconia, Griffiths,
il est sombre, mais il a une petite part de lumière en lui. S'il a vendu son âme au diable, c'est avec de bonnes intentions, finalement, au final. Donc, il y a sûrement cette part d'ombre aussi dans ce royaume des elfes, mais j'espère que ça va pas être une part d'ombre qui va faire que Guts va rejeter ça aussi. Voilà, parce que là, il y a Casca qui va revenir, qui va récupérer sa mémoire. Tout l'enjeu du moment qu'elle va retrouver sa mémoire, c'est pas juste qu'elle va redevenir comme avant, elle redeviendra jamais comme avant, totalement. Mais l'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'elle va choisir de suivre Griffiths, et de le pardonner à Griffiths et de le suivre, ou est-ce qu'elle va suivre Guts, et est-ce qu'elle va accepter Guts aussi, tel qu'il est devenu aujourd'hui, parce que le Guts qu'elle a quitté, qu'elle a vu pendant l'éclipse, c'est plus du tout le même. Là, on n'a plus un Guts valeureux, fort guerrier, là, le gars, c'est devenu un psychopathe, c'est devenu un monstre. C'est un mec qui a tout vu, qui a tout fait, qui a tout vécu, qui a survécu à tout. Il va se passer quelque chose, parce que si jamais Casca revient, et si jamais c'est la même qu'avant, avec le traumatisme quand même, ça devient un étranger pour elle, Guts, finalement. C'est ça qui va être super intéressant à voir en termes de développement de personnage. Parce que finalement, Griffiths, dans son image, qui s'est forgé avec, après être devenu, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, après être devenu le méchant, là, j'ai oublié le nom de son nom en God Hand, j'ai oublié. Griffiths, après avoir basculé, il est revenu avec l'image qu'il a toujours eu de lui-même. C'est devenu le faucon de lumière. Et Casca l'a toujours vu comme ça, tu vois. Donc, quand on va savoir que Griffiths, il a plus ou moins sauvé le monde, et que Guts, derrière, il essaye de détruire tout ça, avec le gap de, je sais pas combien d'années qui s'est passé, 5-6 ans, je crois, entre les deux trucs, avec le gap qui s'est passé toutes ces années, et qu'elle l'aura pas, parce qu'elle s'en souviendra pas, parce que finalement, qui c'est qu'elle va choisir? Est-ce qu'elle aura plus confiance en Griffiths, qui est devenu le faucon de lumière et qui a sauvé le monde, ou en Guts, qui est devenu un monstre? Clairement, qui est devenu un monstre démoniaque qui défonce des démons comme si c'était rien. Il fout les jetons au monstre, Guts, tu vois. Donc, comment elle va gérer ça? Ça va être passionnant, sans compter du petit gamin qui apparaît à la pleine lune. C'est le fils de Griffiths et de Casca, ou c'est le fils de Guts et Casca? On sait pas encore. Ou peut-être un peu des trois, on sait pas. Il y a tellement de choses possibles. En tout cas, même graphiquement, c'est un tome qui déchire. Parce que, bon, il y a eu pas mal de polémiques à l'époque, où ces chapitres sont sortis en scan à l'époque. C'est que Miura est passé au numérique. C'est-à-dire qu'il dessine à la tablette maintenant au numérique. Et il y en a qui disent ouais, le style il a changé, c'est plus aussi bien qu'avant. C'est vrai qu'on voit une différence. On le sent graphiquement, on sent le trait un peu plus doux. Un peu plus doux dans le trait. Bon, ça, faut s'y connaître un petit peu en dessin pour le remarquer vraiment. Mais même le style de dessin change vraiment au-delà du trait. Il y a vraiment le style qui change un petit peu. Mais ose me dire que c'est pas beau. Ose me dire que c'est pas beau. Franchement, il y a des doubles planches là-dedans qui sont... Moi, je dessine un petit peu, je vois ça, j'ai envie de me couper les mains. Je suis pas digne, je suis pas un dessinateur, mais je suis un branleur, je fais des gribouillis, tu vois, à côté. Même il y a des légendes qui disent que si Miura met autant de temps à faire cet homme de Berserk, c'est parce qu'il préfère jouer à des jeux mobiles ou je sais pas quoi, ou des jeux de Lolita ou des Zero Game ou je sais pas quoi là. Je sais pas si c'est pas des conneries. Parce que quand tu vois les planches qu'il y a là-dedans, c'est pas le boulot d'un mec qui aime pas son boulot. C'est pas le boulot d'un feignant. C'est le boulot d'un mec passionné. Parce que il y a des planches là-dedans, j'essaierai d'en montrer un petit peu. Il y a des planches là-dedans qui sont tellement pleines de détails, qui sont vraiment magnifiques. Et il y a une planche où Guts, il est comme ça, posé tranquille en train de boire son Ricard. Bah, il boit pas du Ricard, mais on va dire du Ricard. Et il voit l'arbre des fées. Cette scène, elle est putain de magnifique. Cette double planche est magnifique. Si tu me dis que Miura, il a mis 1 mois sur cette planche, je te crois sans problème. Je te crois sans problème. En réalité. Parce que c'est pas comme Togashi, là, qui fait des pauses de 3 mois et qui revient avec des dessins tout claqués. Non, même si j'adore le style Togashi, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien, le style Togashi, mais ses dessins, ils sont claqués. Faut être honnête. Là, non, le gars, il se casse le cul, vraiment. Il y a des doubles planches là-dedans. Voilà, c'est... Tu t'arrêtes sur les... C'est rare que je fasse ça dans une BD que je lis, mais je me suis arrêté 5 minutes sur une planche à regarder tous les détails. Parce que vraiment, tu peux regarder tous les détails, c'est vraiment très très beau. Là, tu arrives dans le village des sorcières... Voilà, t'as pas un truc approximatif, c'est tout le détail est fait, t'as l'impression que tu vois, c'est là que tu sens le pouvoir du numérique. Parce que là, tu sens que les maisons du fond, là, normalement, quand tu dessines, normalement ça, les maisons du fond, tu fais des silhouettes de maisons pour gagner du temps. Là non, tu sens que le gars, il a pu zoomer dans l'image, faire tous les petites hachures pour donner vraiment de la profondeur, de la texture à cette image. Franchement, c'est vraiment super stylé. Alors qu'on me dise, même là, putain, dans la cathédrale, là. C'est génial, bah, c'est pas une cathédrale, je sais plus ce que c'est, mais c'est génial.
putain, il y a du détail partout, c'est vraiment... C'est magnifique. Alors qu'on me dise que qu'on peut pas faire du dessin qui a une âme, qui a vraiment une personnalité, qui a vraiment du caractère, qui a vraiment du level, parce que c'est numérique, j'ai envie de dire, va niquer ta grand-mère, parce que tu sais pas de quoi tu parles, tu fermes ta gueule, c'est tout. Parce que Mural, il fout une leçon à tout le monde, même avec une tablette dans les mains, ça reste un putain de king. Le dessin est excellent, juste excellent. Et le pire, c'est là que tu vois que Miura, c'est vraiment un mec vraiment très très doué en termes de storyboard, des trucs comme ça, c'est que tu peux enlever les dialogues. Tu peux enlever les dialogues, tu comprends l'histoire tout pareil. Ça, c'est ça la grande force de Berserk, franchement, c'est vraiment super bien foutu. C'est super bien foutu, de bout en bout, c'est magnifique. Les parties cauchemardesques dans la mémoire de Casca, c'est un truc de dingue. Bon, tu dis au début l'idée est un peu pétée, genre oui, on va monter dans ses rêves pour trouver ses souvenirs. Tu dis l'idée est un peu claquée. On dirait une idée d'RPG, vraiment, tu sais, dans un RPG, tu vois, voilà, c'est Kingdom Hearts le bordel, tu vois. Mais c'est vraiment bien exploité, l'univers est vraiment stylé, le gut de son chien avec la patte coupée et tout, voilà. Même là, je feuillette en même temps que je t'en parle. Là, tu vois vraiment comment Casca voit Griffiths. Elle le voit vraiment comme le faucon de lumière qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pour ça que quand elle va se réveiller, le réveil va être un petit peu dur. Même Guts, elle le voit un peu plus sombre, même à l'époque, tu vois. Donc voilà, ouais, il y a même les scènes de boule. Franchement, le tome 39 de Berserk était une réussite totale. Et j'ai vraiment hâte au tome 40, parce que finalement, on arrive à un cap, hein, 40 tomes de Berserk. J'espère qu'on verra la fin, parce qu'on mérite de voir la fin, et ce manga mérite d'avoir une fin, parce que c'est vraiment très très bien. Mais voilà, là on est... Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, oui, c'est moins sombre qu'avant. C'est fait exprès, espèce d'abruti, c'est fait exprès. Là, Guts, il se rapproche de la lumière, mais à un moment donné, ça va rebasculer, ça va repartir en couille. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et je trouverais super intéressant que Casca décide de pas le suivre, justement. Ça serait vraiment palpitant. Le gars, il a tout donné, le gars. Mais arrivé à la fin, parce que là, il touche au but, pour lui, il touche au but. Alors, arrivé à la fin, il va dire, bah non, en fait, même si j'ai fait ça, bah, j'ai rien gagné, mon gars. Ça risque d'être très très fort. Faut vraiment suivre Berserk. S'il y en a parmi vous qui ne suivent pas Berserk, il faut vraiment s'y mettre, parce que ce truc-là, il va être culte pour les 200 ans à venir. C'est vraiment un des meilleurs mangas qui existent au monde. Voilà, j'en ai lu plein, j'ai pas tout lu, mais ça reste quand même... Voilà, Berserk, tome 39, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est tout ce qu'un manga doit être en un seul tome. Voilà, Berserk c'est la vie. Berserk c'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors tu commentes ce que t'as pensé de ce tome dans la vidéo, dans les commentaires, pardon, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, je me casse. Voilà, c'était magnifique, je suis enjaillé, j'aime parler de ce genre de truc, putain. C'est pour ça que je fais ce boulot. C'est pour parler de ce genre de truc, partager ce genre de truc qui te bouleverse en tant que fan de manga, même en tant qu'individu, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, Kentaro Miura, Berserk, 39 chez Glénat. Achetez-le, bordel, parce que c'est bien beau de lire les scans, mais faut les acheter aussi. Faut les acheter, c'est important. Je suis passé en mode la passion, placement de produit, je le pense vraiment. Faut vraiment acheter Berserk. Voilà. Sur ce, je me casse. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?